Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir, Virgile Avancé. Et bonsoir à tous. Bonsoir, Saturnin Yossou. Bonsoir, Virgile Avancé. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, était ce matin au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour le traditionnel discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Tous les domaines, ou pratiquement tous les domaines, les secteurs d'activité ont été abordés. Un bilan diversement apprécié, c'est l'exercice que nous allons encore faire ce soir à la lecture donc de tout ce qui aura été dit, tout ce qui aura été entendu du palais des gouverneurs ce matin. Nous avons, comme je l'annonçais au téléphone, le député Guy Mitokpe. Guy Mitokpe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous avez écouté sans doute le discours du chef de l'État puisque vous n'étiez pas au palais des gouverneurs à Porto-Novo ce matin, mais pourquoi ce boycott? Alors, je ne sais pas si vous me recevez. Mais effectivement, moi, comme la plupart de mes amis de la minorité parlementaire, nous n'étions pas présents ce matin. Mais cela n'a pas empêché quand même de suivre attentivement le discours du chef de l'État. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi avoir choisi de boycotter le message? Bon, je crois quand même qu'il y a pas mal d'éléments aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, pour justifier le fait que nous puissions exprimer nos inquiétudes sur l'état de notre démocratie et nos inquiétudes sur l'assurance que non seulement ce régime ne nous donne plus, mais nos inquiétudes également sur l'attitude et le comportement de la majorité mécanique qui, depuis un certain moment, ne nous rassure plus. Donc, il était quand même de bon ton que nous puissions dire notre désaccord sur un certain nombre de choses, notamment sur l'état de notre démocratie et sur la souffrance des populations. Oui, mais de manière concrète, ça peut apporter quoi à boycotter une telle séance à cette heure-ci? Bon, c'est un message fort, parce que la présence voudrait quand même signifier la caution que nous apportons à tout ce qui se passe. Être présent, c'est aussi apporter notre caution. Être présent, c'est aussi lancer un message de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible à l'endroit de la communauté internationale. L'attitude de l'opposition aujourd'hui quand même voudrait non seulement lancer un message fort à l'endroit de ceux qui nous dirigent, à l'endroit de la majorité mécanique, mais aussi à l'endroit de la communauté internationale pour dire que tout ne va pas comme sur des roulettes et en matière de démocratie au Bénin et aussi en matière de liberté en ce qui concerne ceux qui s'opposent à ce régime. Le député Eric Houndete, lui, il était là. Est-ce parce qu'il n'a pas encore complètement franchi le seuil de l'opposition? Je crois que la présence du président Houndete n'était pas en déphasage avec ce que nous nous sommes dit au niveau de l'opposition. Le président Houndete a été est resté dans le même esprit que la plupart de ses camarades de l'opposition. Je pense quand même que ça a été un petit défaut de communication, mais qui n'entache en rien son soutien à tout ce que nous faisons au niveau de la majorité et de la minorité parlementaire. Le président était en phase avec nous et je crois que, j'insiste là-dessus, ça a été un petit défaut de communication. Alors, honorable Guy Mitokpe, apprécions le discours dans sa globalité. Parlons d'abord de la forme. Comment vous l'avez trouvé cette fois-ci? Dans la forme, je ne sais pas parce que j'entends un peu mal. Je ne sais pas, le son ne me parvient pas correctement. Si je ne réponds pas comme il se doit, et comprenez que c'est parce que je ne reçois pas bien le retour. Donc, j'ai entendu dans la forme. Est-ce que nous avons des choses à dire dans la forme? C'est bien ça? Oui, la forme du message. Non, dans la forme, il y a beaucoup de commentaires. Voilà, dans la forme, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé, c'est déjà un plat réchauffé. Et depuis 3 ans, c'est la même routine. Donc, dans la forme, je n'ai pas véritablement d'appréciation à apporter. J'ai noté quelque peu des hésitations de la part du chef de l'État dans la prononciation de son discours. J'ai pas remarqué
un président à l'aise. Ce qui n'est pas de ses habitudes, c'est cela? J'ai constaté beaucoup d'hésitation de la part du chef de l'État, comme s'il n'était pas forcément en phase avec ce qu'il disait, ou ce qu'il disait. Donc, dans la forme, c'est ce que j'ai remarqué. À part ça, je crois que dans la forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Alors, Guy Mitokwe, vous allez rester avec nous, hein, cette émission, vous le savez, ça se fait avec les journalistes, donc on va revenir en studio d'abord. Alors, dites-nous, Alphonse Maurice Oudé, vous qui avez également suivi ce discours, vous trouvez un chef de l'État peu rassuré, peu rassurant, comme le dit l'honorable Mitokwe? Vous savez, chez les linguistes et les psychologues, on vous dira que le lapsus, parce qu'il y a beaucoup de lapsus aujourd'hui, le lapsus apparaît en cas de fatigue et de stress. Donc, je me dis que le chef n'est pas aussi rassuré. Il y a un déficit de contrôle de soi. Parce que ce qu'on veut dire, on se dit, mais comment cela va-t-il être accueilli? Est-ce que ce que nous voulons dire est en conformité avec les réalités que... Ça peut être aussi l'expression de mauvaise forme, non? Non. Écoutez, un chef de l'État ne se lève pas à 7 heures pour préparer son discours. Le discours est préparé des jours à l'avance. Le chef de l'État répète, corrige. S'il y a des mots sur lesquels il y a confusion, on corrige. Donc si devant la représentation nationale, le discours sur lequel vous avez répété plusieurs fois, si vous arrivez à commettre des erreurs, à faire des lapsus, forcément il y a un malaise. Ou bien vous êtes stressé de dire ce que vous voulez dire parce que vous-même vous sentez que ça ne reflète pas la réalité. Moi, ça c'est dans la forme, parce que pour une première fois, le chef de l'État est allé au-delà de 40 minutes. Il est allé au-delà de 40 minutes, ça veut dire quoi? On a cherché beaucoup de mots pour expliquer peu de choses. Ah bon, parce que le président Patrice Talon n'a pas l'habitude des longs discours, vous le savez très bien. Et c'est pour la première fois qu'il va au-delà de 40 minutes. Donc ça pose déjà, moi, à mon niveau, un problème, parce que c'est un homme de principe qui reste fidèle. Un discours trop expliqué parce qu'il avait... peu d'éléments à présenter. Donc on a dû délayer un peu le discours pour dire aux gens ce qu'on a fait. C'est votre avis, Saturne Yossou? Si le contenu du discours était conforme à ce que pensent ceux qui s'attardent sur la forme, ils ne le feraient pas. C'est parce que dans le fond, ils n'ont pas trouvé sur le terrain la réalité que le chef de l'État a eu à peindre, que pour lier ceci à cela, on parle de la forme. Parce que ce qu'il a mis dans le discours ne serait pas vrai, il serait en train de se chercher. Vous connaissez Patrice Talon, ce n'est pas une première fois qu'il est en train de faire l'exercice, c'est pour une troisième fois. Il se présente à l'Assemblée nationale pour s'acquitter de cela. Je mets ces erreurs, ces buts, comme on les appellerait dans le langage médiatique, sur peut-être le coup de la fatigue, parce que dans le ton aussi, beaucoup ont trouvé que ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même vigueur dans la voix que celle d'aujourd'hui. C'est pas le Patrice Talon qu'on a souvent connu. Patrice Talon dans de pareils exercices. Dans de pareils exercices, ce n'est pas cette voix-là que nous avons eue aujourd'hui. Tout ça peut être dû à la fatigue. Et c'est comme je le dis, si dans le contenu, il y avait uniformité avec ce qu'il y a sur le terrain, on ne s'attarderait pas sur la forme. Alors, honorable Guy Mitokwe, ça c'est pour le fond. On vous présente plus, vous êtes député de l'opposition, mais je me permets de vous poser la question, est-ce que dans le fond, le discours a quand même trouvé grâce à vos yeux? Comme je le disais tout à l'heure, une fois de plus, le retour, il est très faible chez moi. Donc, votre appréciation globale du discours, je veux demander. Oui, mon appréciation globale du discours, c'est qu'il y a un déphasage entre le discours prononcé par le chef de l'État et l'État de la nation. Parce que le discours était censé peindre l'État de la nation, mais là, on a vu un discours d'autosatisfaction, un discours prononcé par un président de la République très hésitant dans la prononciation des expressions, et un discours, en un mot, qui appelle notre Bénin que le Bénin dans lequel nous vivons. Donc, personnellement, aussi bien dans la forme que dans le fond, surtout dans le fond, j'ai été très déçu. Et je pense que prenant les éléments les uns après les autres, le président est revenu sur la question sécuritaire, à savoir la fusion de l'ex-gendarmerie nationale et l'ex-police nationale. Oui, qui nous donne meilleure sécurité désormais. Oui, j'aurais bien voulu que le chef de l'État corrobore ses propos par des chiffres, aussi bien sur la pédite que sur la grande délinquance.
J'aurais aussi bien voulu que le chef de l'État nous donne des chiffres qui montrent qu'avant que nous n'ayons la police républicaine, il y avait déjà un niveau très inquiétant de sécurité et que depuis que la police républicaine a été mise sur pied, nous avons une diminution drastique de l'insécurité. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ce que vous demandez, cet exercice-là? Non, ces éléments ne figuraient pas dans le discours. Ici, la réussite dont parle le chef de l'État, peut-être que c'est la réussite ou le semblant de réussite de savoir qu'on a pu mettre deux corps qui, dès le départ, étaient un peu antinomiques. C'est pas ça la question du succès sur la sécurité, je ne crois pas. Je pense que le succès sur la question de l'insécurité ou de la sécurité, c'est quand même qu'on puisse nous donner des chiffres avant et après la mise sur pied de la police républicaine. L'autre chose, c'est qu'au niveau de la police républicaine aujourd'hui, il y a une sorte d'indignation qui n'arrive pas à s'exprimer comme il se doit, parce que les ex-gendarmes continuent de nous faire comprendre qu'ils sont marginalisés au sein de cette police républicaine. Donc pour moi, sur la question de la sécurité, je n'ai pas été convaincu. Sur la question de l'eau et de l'électricité, l'eau, le chef de l'État a dit sur les 300 milliards, aujourd'hui ils sont à même de mobiliser 200 milliards. Ah mais c'est une promesse de plus. C'est une promesse de plus. Et vous voulez confier 200 milliards à qui pour réaliser quoi? Dans un contexte où 8 milliards ont été dilapidés sans que nous n'ayons de l'eau. Et ces personnes qui avaient dilapidé les 8 milliards sont encore dans les girondes du chef de l'État, sans être inquiétées. Pour moi, c'est une question fondamentale et ça m'inquiète, ça ne me rassure pas. La question de l'électricité, à combien cela revient aux contribuables lorsque on nous chante sur tous les toits que le délestage, bye bye, adieu. Mais ça nous revient à combien? Combien nous payons aujourd'hui au kilowatt? Donc, toutes ces questions, j'ai besoin qu'on me rassure. Et là-dessus, dans le discours du chef de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, on a senti une sorte d'autosatisfaction, mais qui n'abordait pas véritablement les questions qui nous concernent, qui concernent le Béninois de tous les jours. Donc, en plus de ça, la question des cantines, en ce qui concerne les plus jeunes, les bouts de choux à l'école primaire, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte, puisque la Constitution du Bénin parle de la gratuité progressive au niveau de l'enseignement primaire. Mais rien n'est dit là-dessus. On se glorifie sur la question des cantines qui n'est pas déjà négligeable. Ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Nourrir nos enfants n'est pas une question négligeable. Mais je continue de croire que ce n'est pas seulement avec de la nourriture qu'on peut retenir les enfants dans les salles de classe. Ce n'est pas seulement avec de la nourriture qu'on peut empêcher les enfants d'abandonner les classes. Il y a d'autres aspects, parce que les géniteurs de ces enfants sont aujourd'hui dans une précarité qui ne dit pas son nom. Donc, il faut non seulement continuer de nourrir ces enfants, mais il faut aussi continuer de voir d'autres aspects qu'il faudrait prendre en compte. Il y a maintes questions, et en ce qui concerne la réforme sur les partis politiques. Le chef de l'État est revenu sur deux grandes réformes, selon lui. La réforme sur le code électoral et la réforme sur la charte des partis politiques. Pour moi, ce ne sont pas des réformes qualitatives. Pour moi, ce sont des régressions. La nouvelle charte des partis politiques nous ramène à un temps moyenâgeux. Et le code électoral n'est pas aujourd'hui un code qui glorifie notre démocratie. Parce que dans ce code électoral, il est dit désormais, pour être candidat en République du Bénin, il faut débourser 250 millions. Dans ce code électoral, pour être député sur une liste, la liste doit pouvoir déposer 249 millions. Pour moi, ce n'est pas un exploit. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels je peux revenir. Le chef de l'État a parlé dans son adresse à la représentation nationale de la question de l'idéologie des partis. Mais là, je me pose la question aujourd'hui. Les 5 blocs qui soutiennent le chef de l'État, à savoir DUD, UDBN, le PRD, les progressistes et les républicains, quelle est l'idéologie qui les réunit? Je voudrais qu'on me donne plus d'éléments. Le chef de l'État a parlé de programmes, de projets de société. Quels sont les projets de société de ces 5 blocs aujourd'hui qui soutiennent les actions du chef de l'État? Je pense que ce discours est un discours qui a été écrit par quelqu'un et confié au chef de l'État, sans que le chef de l'État apparemment n'ait pris connaissance du discours avant de le lire. Parce que c'est un discours qui est véritablement en déphasage avec tout ce que nous vivons. Ça, c'est pour votre appréciation globale, mais nous allons prendre secteur par secteur. On revient dans ce studio, la sécurité, oui, une meilleure sécurité désormais pour les Béninois. Cela grâce à cette fusion donc, de la police nationale et la gendarmerie. Satouna Yossou. Je pense que c'est l'un des premiers actes qui ont été posés
pendant cette année 2018. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, il en parlait déjà en décembre 2017, on avait pris rendez-vous parce que la fusion était attendue dès le 1er janvier 2018. Et après cette fusion, oui, l'honorable Guy Mitokpe parlait des chiffres, parce que c'est à l'aune des chiffres qu'on saura s'il y a eu régression de l'insécurité. Apparemment, puisque l'insécurité aussi s'apprend d'ampleur selon ce que les médias choisissent d'en faire. Si les médias s'intéressent au cas d'insécurité, de braquage, c'est qu'on en parlera de plus en plus dans la presse. Mais il n'y a pas de statistiques là. Il n'y a pas de statistiques. C'est quand on aura les chiffres qu'on pourra apprécier. En l'absence de chiffres, on pourra se contenter de cette sécurité apparente que nous avons. L'insécurité zéro n'existe sous aucun ciel, pour ne pas dire ça n'existe nulle part. Et quand on sent quand même que, comparativement à l'année dernière, il y a ce calme apparent, on peut mettre ça à l'actif de cette fusion de la police et de la gendarmerie dans le chef de l'État. J'ai entendu le député Eric Noueté dire que oui, la sécurité, mais il faut aller dans les campagnes, il faut aller dans les villages pour voir que la sécurité ou l'insécurité a balancé dans ces zones-là. Ça n'a jamais cessé, c'est pourquoi je le dis. Les médias ne s'intéressent pas, ou peut-être ne voient pas ça à la une des journaux chaque matin. Mais vous savez que ces derniers mois, les vols de motos sont accentués dans nos contrées. On en vole tellement que beaucoup avaient commencé par s'inquiéter. N'oubliez pas que nous traversons une année au cours de laquelle on a parlé de vols, de sacrifices humains et tout ça. Tout ça, c'est des actes, c'est des cas d'insécurité qu'on pourrait relever. Mais c'est comme je le disais, l'insécurité zéro n'existe nulle part. S'il y a des pas qui ont été faits accompagnés de chiffres pour donc étayer ce qu'on est en train de dire, ça va mieux convaincre. Et là-dessus, je savais que j'allais le dire avant de le convaincre. Avoir un député de l'opposition au téléphone, on aurait souhaité y avoir quelqu'un également de la mouvance pour faire le débat avec nous. Et je voudrais, pour la gouvernance de nos autorités, de ceux qui nous écoutent, dire qu'on a mené quand même la démarche pour avoir quelqu'un. Et chez nous, ça n'a pas prospéré également. Ceux qui ont été contactés pour nous en trouver ont dit que les démarches n'ont pas prospéré. Voilà. Alphonse Moussouri. Quand je parle de sécurité, c'est vrai qu'on a la police républicaine, ça c'est une harmonie de façade. Mais quand vous allez à l'intérieur de la police républicaine, il y a des problèmes. Et je l'ai toujours souligné. Ça ne relève pas de la sécurité ou de l'insécurité. Non. Quand ceux qui doivent assurer notre sécurité ne s'entendent pas, il y a problème. Moi, j'étais un peu gêné ce matin quand le chef de l'État dit que redonner confiance à nos forces de sécurité et de défense, on a investi beaucoup d'argent dans la sécurité. Mais je me demande, mais le chef de l'État, pour sa propre sécurité, il a fait venir des hommes qui ne sont pas béninois et ça revient très cher à l'État béninois. Si tant est que nous avons investi dans la sécurité... Est-ce que vous en avez les preuves? Je peux finir de dire ce que je dis? Quand on dit qu'on a apporté quelqu'un, on a appelé des étrangers pour assurer notre sécurité. C'est ce qui se dit. Est-ce qu'on peut prouver que réellement il y a... Et je dis, si tant est qu'on a investi dans la sécurité, pour mettre nos forces de sécurité à l'aise, c'est que c'est ces forces-là qui devaient assurer la sécurité de tout le monde. Mais moi je dis, il faut... Je suis d'accord, c'est un exploit, on a réussi à mettre la police et la gendarmerie ensemble. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ça boude à l'intérieur... Pour l'instant, ce qui se passe assure notre sécurité, dit le chef. Mais oui, la sécurité, c'est pas forcément dans les grandes villes. Quand vous allez un peu plus loin, le Bénin ne s'arrête pas dans les grandes villes. Le Bénin, c'est ailleurs. Et nous sommes en période de fête. Quand vous allez un peu plus loin, on vous dira, écoutez, la dernière fois, dans un quartier bien éclairé, où on est venu la nuit, on a escaladé le mur, on est rentré dans les maisons, on a enlevé la télévision. Oui, mais le chef de l'État n'a pas dit qu'il n'a jamais eu d'insécurité. Non, c'est qu'il faudrait, on a parlé de chiffres, il faudrait que ceux qui sont chargés de dresser des fiches au chef de l'État soient réalistes dans ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai que le chef de l'État lui-même n'est pas en contact direct, mais il y a des personnes intermédiaires qui font le bilan au chef de l'État. Parce que pour rédiger ce discours-là, on demande à chaque secteur que chacun envoie son bilan. Et c'est à partir de ces bilans sectoriels-là que celui qui est chargé de rédiger le discours, il donne corps au discours. Donc, il faudrait que ceux qui sont chargés, les collaborateurs techniques, les cadres techniques qui gèrent des secteurs purement techniques, doivent pouvoir donner. Parce que quand on parle de sécurité, c'est nous dire qu'au niveau de la police républicaine, nous avons tel nombre d'argent, tel nombre de brigades. Les brigades sont équipées de moyens roulants et de matériel pour pouvoir lutter contre. Parce que c'est bon d'avoir une police républicaine. Est-ce que les agents ont les moyens qu'il faut
pour assurer notre sécurité. Avant de repartir au député Guy Mitokpe, je reviens à vous, vous qui trouvez quand même, comme Eric Nuté, qu'il a plus ou moins la sécurité dans les villes. Est-ce que ce n'est pas une manière de voir ce que le chef de l'État nous donne à voir lorsqu'on peut rappeler, par exemple, ces cas d'insécurité, pour ne prendre que la ville de Porto-Novo? Il y a une dame qui parlait tantôt du cas de Praco, où même des agents de sécurité ont été tués. Est-ce qu'il y a une année où on n'a pas enregistré quelque chose comme ça? Chaque année, chaque jour, avec son lot d'insécurité, ça dépend aussi de la réponse que les forces de sécurité apportent à ces actes quand on les pose. Quand on parle de chiffres qu'on pouvait avoir pour comparer, et c'est là peut-être que j'apporterai de l'eau au moulin de ceux qui les réclament, parce que n'oubliez pas, et moi je fais cette analyse, parce qu'on a fait une fusion de la police et de la gendarmerie, les forces de l'ordre ont peut-être voulu prouver à la population qu'elles travaillent. Ça les a amenés à instituer un point de presse hebdomadaire. Chaque jeudi, la police républicaine était capable de vous dire, pendant cette semaine-ci, il y a eu tel nombre de cas de braquage ici, la police a répliqué de telle manière, on a eu des cybercriminels et autres. Je pense qu'avoir des chiffres dans ce sens pourrait être facile quand on additionnerait les chiffres qu'on a eu à communiquer à la presse pendant ces points hebdomadaires. Mais vous avez souligné tout à l'heure qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Parce qu'au début, on trouvait déjà ça harassant. C'est comme si on se donne le défi de dire chaque semaine, on doit trouver forcément quelque chose à dire à nos populations. Et quand au bout du rouleau, on est essoufflé, on ne le fait pas, il y a de quoi ne pas permettre au président de la République d'avoir des chiffres. Et quand on donnerait des chiffres qu'on comparerait par rapport aux chiffres de l'année dernière, on pourra nettement voir s'il y a amélioration ou pas. Et ne pas avancer ces chiffres, c'est comme ne pas donner des éléments pouvant permettre quand même de vérifier si ce qu'on est en train de dire, c'est concret ou si c'est juste, comme on est en train de le dire, donner aux populations à voir ce qu'on souhaite leur montrer. Honorable Guy Mitokpe, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Un autre bon tableau dont le chef de l'État pouvait se satisfaire, c'est au plan de l'emploi, plus de 200 000 emplois directs ou indirects créés. Oui, une fois de plus, je crois quand même que ces chiffres viennent confirmer un peu mon propos de début. Parce que lorsque le chef de l'État annonce la création de 200 000 emplois en 3 ans, une fois de plus, je pense quand même qu'il faut se poser la question de savoir si nous sommes toujours dans le même pays. Parce que si nous étions dans un pays respectable, on aurait des instituts crédibles pour nous donner des indices ou des chiffres exacts sur l'évolution du chômage ou de la question de l'emploi. Mais 200 000 emplois, à défaut que nous puissions avoir des chiffres crédibles, nous devons quand même pouvoir le remarquer ou le constater. Puisqu'il s'agit ici de jeunes. Et les jeunes, nous en avons tous, dans nos rues, dans nos vents, dans nos différentes familles, et partout où nous allons. Mais vous convenez avec moi que la jeunesse n'est pas contente des réalisations de ce régime. Je ne suis pas en train de me présenter comme un oiseau de mauvais augure, mais c'est un fait. C'est un fait que lorsque le chef de l'État annonce que 200 000 emplois ont été créés en 3 ans, que c'est un chiffre en l'air, c'est un chiffre qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de fondement. C'est un chiffre qu'on pouvait prononcer, que n'importe qui pouvait prononcer. Il pouvait même dire 300 000 emplois, il pouvait dire 400 000 emplois, il pouvait dire 500 000 emplois. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de... C'est de l'abstrait. Il n'y a pas d'éléments qui, aujourd'hui, pourraient conforter ces chiffres prononcés par le chef de l'État. Une fois de plus, le chef de l'État, que nous ne connaissons pas comme populiste, à travers la prononciation de ces chiffres, se présente comme quelqu'un qui est déjà en pré-campagne, comme un populiste. C'est un chiffre politique, c'est un chiffre préélectoral, c'est un chiffre de conditionnement électoral, c'est un chiffre qui est très loin de nos réalités, et je suis navré parce que ça ne ressemble pas aux pratiques de ce régime. Oui, mais de votre position, vous, député de l'opposition, est-ce qu'au moins vous avez des chiffres pour prouver le contraire aujourd'hui, on m'a dit? Oui, ceux qui doivent nous fournir les données existent. Mais s'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, je pense quand même que la faute ne retombe pas sur les députés de la minorité parlementaire. J'ai moi-même posé 1001 questions sans jamais avoir de réponse. Et des questions ont été posées dans tous les domaines qui concernent la République, mais pratiquement nous n'avons pas de satisfaction. Le gouvernement a toujours brillé par son absence lorsqu'il s'agit de répondre
aux questions posées par les députés de la minorité parlementaire. Donc, la question des chiffres crédibles, ce n'est pas une pierre à jeter à l'opposition, mais je pense quand même que nous avons logiquement un ministère qui est consacré à la question du travail. Quand je posais la question, ce n'était pas forcément ça. C'est par exemple en ayant écouté donc ce Béninois dit qu'il a au moins autant créé, n'est-ce pas, en parlant du chef de l'État, créé autant d'emplois qu'il en a supprimé. Est-ce que la comparaison n'est pas trop osée, par exemple? Est-ce Non, qu'elle je n'est crois pas quand même injuste? qu'il y a plus de suppression d'emplois que d'emplois créés. Ça, c'est ce qui est logique. Il y a plus de familles aujourd'hui qui vivent dans la précarité que de familles qui s'en sortent. Donc, la question du travail, c'est une question, ce sont des indices qui se rapprochent très souvent du vécu de tous les jours. Donc, lorsque des chiffres sont prononcés et que ces chiffres sont en déphasage avec la réalité quotidienne, vous êtes à même de dire avec moi que ce sont des chiffres prononcés en période préélectorale. Donc, pour moi, ces chiffres de 200 000 emplois ne cadrent pas avec la réalité du Bénin depuis 3 ans. Alphonse Soudé, le Bénin de l'emploi, des emplois, meilleur Bénin. Ce qui aurait pu clarifier la situation, c'est qu'on nous donne, secteur par secteur, les chiffres. Parce que si quand on parle de 200 000 emplois directs et indirects, moi je ne comprends pas. On devait nous dire secteur par secteur parce qu'on a eu le temps de préparer ce discours. Il y a quand même des structures, comme l'ANPE qui font par exemple la promotion de l'emploi des jeunes. On pouvait dire de 1er janvier à ce jour, voilà le nombre de personnes. Voilà ceux qui ont été au niveau du ministère de la fonction publique. Voilà, on a fait des concours et puis on a recruté tel nombre de personnes. Là, on pouvait donner les chiffres parce que un chiffre en global comme ça pose problème. Moi, je me dis, mais où a-t-on recruté ces jeunes-là? Parce que tout le temps, le taux de chômage n'a pas baissé. Les gens se plaignent et dans notre environnement immédiat, on voit qu'il y a des gens là qui, en 2016, ont perdu leur boulot, qui ont fini les études depuis 2016, qui sont encore à la charge des parents. Chaque année, il en aura toujours. OK. Qui a-t-on recruté? On n'a pas les détails. Certainement que dans les jours à venir, les ministres vont sortir et vont faire des débats pour donner des détails. Parce que là, on doit donner des détails, on doit donner les statistiques par rapport à l'année dernière. Quel est le taux d'augmentation du nombre de jeunes recrutés dans les structures publiques et privées? Si on ne nous donne pas les chiffres, on ne nous donne pas le taux de recrutement, il sera difficile à tous les Béninois de dire, mais qui sont ces 200 000 Béninois qu'on a recrutés? C'est pas forcément dans, comment on appelle, des fonctionnaires. C'est pas forcément... C'est ce que j'ai dit. On aurait pu nous dire, dans la fonction publique, on en a recruté par exemple 10 000. Dans le secteur privé, secteur par secteur. C'est aussi simple que ça. Parce que tout le monde se pose la question, même les chômeurs se disent, mais qui a-t-on recruté? Nous, on est encore là, on a déposé nos dossiers. Donc, il ne faudrait pas qu'on donne des chiffres. Parce que je dis, et je reviens toujours au cas technique, c'est des gens qui ont fait les fiches. On a rédigé le discours à partir des fiches. Certainement que dans l'élaboration des fiches, on n'a pas pris en compte. Parce qu'en matière d'emploi, en matière qu'on appelle de sécurité, il doit y avoir des chiffres, des statistiques, des taux. C'est à partir des statistiques de 2017. On va dire en 2017, le taux de chômage était de tel pourcent. En 2018, voilà le taux. Donc, on saura qu'on a quand même, on a absorbé une partie de nos frères qui n'ont pas encore d'emploi. Mais il n'y a pas eu cette comparaison, il n'y a pas eu ce taux-là. Donc, il sera difficile au Béninois de savoir qu'on a réduit le taux de chômage. Là-dessus, je m'interroge sur l'effet que les gens s'attendaient à avoir lorsque, dans le discours du chef de l'État, il a été écrit que 200 000 emplois ont été créés. Je me mets à la place de ceux qui ont rédigé le discours et de ceux qui ont rédigé le discours et de celui-là, le président de la République, qui a présenté son discours. Dans le contexte actuel, il devrait savoir qu'avancer un tel chiffre sans précision devrait susciter commentaires. Par ce temps où on a plus parlé de suppression d'emplois, on a plus parlé de licenciement que de recrutement, venez dire qu'il y a eu 200 000 emplois créés sans autre forme... 200 000 emplois directs et indirects. Et indirects créés, bon, direct et indirect, c'est emploi quand même, on a appelé ça. Avancer ce chiffre sans l'étayer pour que les gens puissent croire, je pense que c'est mal fait. Ça n'a pas été, pour moi, bien pensé et ça n'a pas raté l'effet que nous sommes en train d'avoir.
Nous, ça ne nous a pas laissé indifférents. Tout de suite, on a pris contact avec la cellule de communication du président de la République. On a dit, mais pour élucider ce doute que les Béninois ont de ces 200 000 emplois dont parle le président de la République, allons sur les traces de ces 200 000 emplois. On nous a déjà orienté, je crois, vers le ministère du plan du développement et le ministère des petites et moyennes entreprises pour qu'on reviendra rendre compte quand on nous ouvrira les portes aux auditeurs de ce que, des secteurs dans lesquels on pourrait enregistrer, on aurait enregistré. Oui, au reporter, quand on nous aurait ouvert les portes donc, de ces ministères-là, des personnes ressources, on reviendra rendre compte à nos auditeurs des secteurs dans lesquels ces 200 000 emplois auraient été créés. Avancer des chiffres du genre, encore que nous avons affaire avec un président de la République qui nous a dit, depuis qu'il est là, que l'État n'est pas pourvoyeur d'emplois, que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois. Il faut créer les conditions pour permettre à ce secteur privé de pouvoir embaucher. Nous savons ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, un arsenal juridique qui a été renforcé pour qu'on se sépare plus facilement des employés et tout ce qui va avec. Alors, dans ce tel contexte, comme je l'ai dit, venir dire qu'il y a eu 200 000 emplois créés. Est-ce que ces emplois, ce n'est peut-être pas, je dis peut-être sur les chantiers d'asphaltage, par exemple, avec ces vendeuses autour de ces chantiers? Peut-être je dis n'importe quoi. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça? Vous êtes certainement en train de faire de l'ironie. Je ne sais pas si sur ces différents chantiers, sur ces différents chantiers, le gouvernement avait envoyé des gens avec un registre pour enregistrer même les vendeurs qui seraient venus vendre à ceux qui seraient en train de poser les pavés et autres. Je ne pense pas, quand on a été aussi précis dans les chiffres, 200 000 emplois. Et le chef de l'État ne sait pas... Direct et indirect. Direct et indirect. Les indirects, ça peut être les vendeurs. Non, s'il vous plaît. Le chef de l'État n'a pas fait que dire ça. Dans le discours, il a parlé du taux de croissance. De 2015 à aujourd'hui, il a dit qu'en 2015, nous étions à 2,1% et qu'aujourd'hui, nous sommes à 6,5%. Vous cherchez de chiffres, voilà. Ben, c'est que ça ne se sent pas, c'est ça la réalité. Quand on avance ces chiffres dans un contexte social où il y a eu perte d'emploi, où il y a eu licenciement, ça ne prête pas, ça ne colle pas. Ça amène les gens à se demander si c'est sur Jupiter ou si c'est sur Mars que ça a été créé. Donc, on ira sur les traces de ces emplois créés et on reviendra rendre compte que voilà, dans tel secteur, il y a eu, quand le chef de l'État parlait de 200 000 emplois, voilà les secteurs dans lesquels il fallait se rendre pour le voir. Interroger aussi le secteur privé pour savoir combien de recrutements à peu près ont été fait pendant cette période, en quoi le secteur privé aurait contribué à cette atteinte de 200 000 emplois directs et indirects. Guy Mitokpe, vous qui recherchez de chiffres, vous avez quand même fait attention au taux de croissance. Il est parti, me semble-t-il. Il va nous revenir certainement. Le taux de croissance, voilà, du palpable, un chiffre. Oui, une chose est d'avancer les chiffres. L'autre chose est de constater la véracité des chiffres sur le terrain. Il faut constater. Si les Béninois en parlent, si les gens en font le débat... Vous permettez? Oui. Guy Mitokpe nous est revenu. Honorable, je disais tantôt que vous étiez en train de déplorer l'absence de chiffres, mais vous n'avez pas certainement fait attention au taux de croissance qui a nettement augmenté, plus de 6%. À quel niveau, vous dites? Le taux de croissance qui est passé de 2% à 6% quand même, de 2016 à 2018. Oui, il y a toujours eu une question, il y a toujours eu un véritable problème au niveau de la crédibilité des chiffres annoncés par le régime de la rupture depuis 3 ans. Et souvenez-vous avec moi que l'année dernière, je pense que sur le budget 2017, au moment où le gouvernement parlait d'un taux d'exécution de 97%, je pense quand même qu'il y a eu des instituts crédibles qui ont parlé d'à peine 50%. Donc la question avec le régime de la rupture aujourd'hui, c'est pas forcément sur les chiffres avancés par le régime, c'est d'abord sur la crédibilité de ces chiffres. Donc pour moi, le meilleur indice pour savoir si il y a ou pas des améliorations sur le taux de croissance de notre pays aujourd'hui, c'est que nous puissions véritablement le constater dans l'évolution dans les différents secteurs et dans les différents domaines. Est-ce que ça n'a pas toujours été le discours, la querelle autour du taux de croissance, même quand ça augmente, c'est en déphasage avec le quotidien, le vécu des populations? Non, parce que le plus important, c'est pas la croissance du taux de croissance. Le plus important, c'est, je crois, le bien-être des populations. C'est l'indice de bonheur. C'est ça ce que nous devons le plus rechercher lorsque nous parlons en termes de gouvernance. C'est pas d'abord qu'on puisse nous faire sortir des chiffres mirobolants.
Les sites mirobolants, c'est beaucoup plus pour faire plaisir aux institutions internationales. Mais ce qui concerne les populations, c'est l'indice de bonheur, c'est ce qui touche à leur vécu, à leur vie quotidienne. Et c'est ce qui les amène, au fur et à mesure que le temps passe, à avoir un mieux-être. Donc je pense quand même qu'en tant que politique, c'est le sens dans lequel nous devons pouvoir travailler. Nous ne devons pas nous accrocher aux chiffres parce que nous sommes, je sais pas, nous voulons beaucoup plus plaire aux institutions peut-être de Bretton Woods ou à d'autres institutions internationales. Mais ce à quoi nous devons le plus faire attention, c'est le bien-être des populations. Et là, comme je l'ai dit, ça se vérifie ailleurs. Honorable Guy Mintokpe, vous devez quand même être rassuré, non? Quelque part dans le discours, le chef de l'État a bien écrit que le gouvernement jouera sa partition pour que les législatives de 2019 se tiennent correctement. Il a de l'argent. Non, le problème avec le gouvernement de la rupture aujourd'hui, c'est que le gouvernement, au fur et à mesure que les jours passent, perd de sa crédibilité. Et un gouvernement qui perd de sa crédibilité ne rassure plus. Et quand vous n'êtes plus rassuré, vous ne pouvez plus faire confiance. Donc, la posture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure que les jours sont passés, le gouvernement, si 10 choses promises, n'a réalisé à peine que 2 ou 3. Donc, au fur et à mesure que les temps passent, le gouvernement il perd de sa crédibilité. Donc, lorsqu'il se prononce sur la meilleure organisation des élections législatives prochaines, ce n'est pas pour nous rassurer. Ah bon? Même ça ne vous rassure pas? Vous dites? Même ça ne vous rassure pas? Non, ce n'est pas rassurant. Du moment où, en 3 années, le gouvernement n'a pas encore posé d'actes véritables qui puissent nous rassurer. Les prochaines élections législatives, la seule assurance que nous avons, c'est que le peuple veille au grain et le peuple suit l'évolution des choses. C'est la seule assurance que nous avons. L'assurance que nous avons, ce n'est pas l'assurance que nous donne le gouvernement, mais c'est l'assurance que les populations suivent jour après jour ce qui se passe et c'est ce qui est rassurant. Vous, votre avis, votre appréciation, Satouna Yossou? Il n'y a qu'à écouter la Commission électorale nationale autonome et poser la question au commissaire sur l'état des lieux en matière d'organisation législative. Nous sommes fin décembre, les législatives sont pour moi en temps normal. À pareil moment, on devrait sentir qu'il y a du mouvement au niveau de la Sénat. Ce n'est pas l'impression qu'on a actuellement. Peut-être qu'il y a des pas qui sont posés, des actes qui sont posés loin des micros et caméras dont on... Qu'est-ce que vous voulez dire? Une économie de vérité de la part de Patrice Talon? Peut-être qu'il attend le moment opportun, il se dira que le corps électoral n'est pas encore convoqué et tout ça, donc il n'y a pas encore urgence pour qu'on lui reproche de ne pas avoir déployé les moyens. Au niveau du COSLEPI, l'honorable Guy Mintokpe est en ligne. Peut-être qu'il nous dira qu'au niveau du COSLEPI, tout au moins, on a permis au COSLEPI de faire des avancées en matière de la liste électorale qui devrait permettre à ce qu'on aille à ces élections au niveau des cartes d'électeurs. Quel est l'état des lieux? C'est au niveau de ces instances qu'on remarquera déjà la disponibilité du gouvernement à mettre les ressources nécessaires à la disposition des organismes qui organiseraient ces élections. Si tel n'est pas le cas et qu'on annonce qu'on est prêt, ça amènera à être un peu dubitatif, à attendre que les actes accompagnent les promesses qui ont été faites. Et quand dans les actes, on n'aura pas ce résultat, dommage, on prendra les propos du président de la République comme étant des vœux pieux qui restent à être concrétisés. Oui, mais oui, la commission électorale avait exprimé des inquiétudes la dernière fois, mais tout le monde était braqué sur le procès ICC. Personne, aujourd'hui, personne... Est-ce que tout le monde n'attendait pas également d'être rassuré? Est-ce que c'est mais oui, mais une chose est de rassurer, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens se posent la question de savoir avec quelle liste nous irons aux élections législatives. Personne n'a la certitude, on n'a aucune information, aucune structure n'est venue donner la bonne information. C'est au-delà de l'argent qu'on va mettre à la disposition des différentes structures, mais il y a un travail préliminaire à faire. Je me rappelle, pour les autres élections, déjà, il faudrait voir les partis politiques qui se réunissent, qui vont peut-être à la Sénat s'informer de comment ça s'organise, comment ça se prépare, quelles sont les difficultés, mais personne n'en parle aujourd'hui. On n'empêche personne d'aller à la Sénat. Non, c'est pourquoi je dis, il y a autre chose qui intéresse les gens. C'est-à-dire que, bon, tous les Béninois, aujourd'hui, sont braqués sur le procès ICC, et personne ne suit cela. Je dis, non, il faut qu'on soit vigilant, parce que
Le chef a promis, le chef aussi va présenter, grâce au bloc de la mouvance présidentielle, va présenter des candidats. Donc il faut que l'on fasse la veille citoyenne. Il faut que les responsables des partis politiques se lèvent pour qu'on n'attende pas fin janvier, début février pour commencer par dire « Ah, on veut voter, puis il n'y a pas le matériel. » Non, c'est bien maintenant qu'il faut commencer déjà par faire la veille pour être sûr que les moyens seront mis à disposition à temps pour que le travail soit bien fait. Guy Mitokpe Saturnin le disait, vous qui êtes au COSLEPI, c'est de quoi, n'est-ce pas, vous satisfaire, en tout cas, apaiser les populations après ces plaintes, n'est-ce pas, de difficultés financières qu'on a entendues il y a quelques jours? Non, au niveau des activités, du déroulement des activités du COSLEPI, je crois quand même qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Nous faisons pour le mieux pour que le travail à nous confier sur une période de 6 mois puisse être un travail bien fait. Nous continuons de le faire. Donc à ce niveau, je ne suis pas le porte-parole du COSLEPI, mais je peux d'abord donner l'assurance que tout se passe pour le mieux pour le moment. Mais il y a quelques jours en arrière, nous avons vu une équipe de la Sénat sortir et lancer une alerte. Donc à ce niveau, il y a déjà des difficultés. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, notre rôle, quand même, n'était pas rentrer dans une psychose de la peur ou dans une stratégie de la peur par rapport aux prochaines élections. Dans tous les cas, le chef de l'État vous rassure qu'il a de l'argent pour organiser les législatives de 2019. Mais... Tant mieux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des promesses annoncées par le régime depuis 3 ans sont des promesses non accomplies. Donc là-dessus, il faut pas... Il faut attendre pour voir. Il faut attendre de voir la réalisation des choses avant de se prononcer. Oui, mais maintenant pour finir, Guy Mitokpe, il a que le chef de l'État a fait référence, et beaucoup fait référence à ces bonnes notes au plan international, les indicateurs de Mo Ibrahim, FMI, la Banque mondiale. Est-ce qu'à l'international, malgré vos complaintes ici à l'intérieur, ce n'est pas des chiffres qui parlent en sa faveur? Oui, sur le plan international, je crois quand même que dans son discours, le chef de l'État a fait le choix des chiffres qui l'arrangent. Il y a aussi beaucoup d'institutions internationales qui sont prononcées sur ce qui se passe dans notre pays. Et là-dessus, le chef de l'État n'a pas fait ressortir ces chiffres. Comme par exemple, je crois, Reporters sans frontières a fait un classement sur notre pays dernièrement qui n'est pas quand même à l'honneur de ceux qui travaillent pour le pays aujourd'hui. Il y a eu, à part Reporters sans frontières, d'autres institutions internationales, d'autres instituts qui se sont prononcés, mais dont les chiffres ne rassurent pas sur la crédibilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc, là-dessus, je peux m'en tenir au fait que le chef de l'État s'est empressé de se prononcer que sur les chiffres qui l'arrangent et qui arrangent son gouvernement. Merci à vous, honorable Guy Mitokpe. Merci de vous être prêté donc à cet exercice, l'appréciation du discours du chef de l'État sur l'état de la nation ce matin au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Merci à Saturnin Yossou, Alphonse Moïse Soudé. Merci aussi à Mohamed Yamidi. Merci surtout aux auditeurs d'avoir donc suivi cette émission. L'intégrale, c'est encore demain à 18h.